BFM Business, l'entreprise BFM. Mon investisseur et moi. Et on enchaîne, Arnaud, avec notre premier couple entrepreneur-investisseur, puisqu'on en aura deux à titre exceptionnel aujourd'hui. Il s'agit de Stéphane Carville, qui est le président d'Asmodée, qui est venu, vous allez le voir, avec ses produits phares, et puis Eric Scheffer, le managing director d'Eurazeo. Alors notre premier binôme de la semaine, donc, il est composé côté entrepreneur du dirigeant d'Asmodée qui est un leader dans le domaine du jeu de société. Alors il y a pléthore de jeux dans votre gamme, j'en citerai juste quelques-uns. Star Wars X-Wing, Seven Wonders, Dixit, Jungle Speed, qui disent sûrement quelque chose à un certain nombre de nos utilisateurs. Il y a encore un très mystérieux, vous en parlerez peut-être, les loups-garous de Tierceleux. Je trouve ça délicieusement poétique. Et ce sont certaines de vos franchises, comme on dirait à Hollywood. Asmodée distribue aussi dans certains pays d'Europe les cartes à collectionner Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Qui rappelleront sûrement tout un tas de choses aux parents de jeunes enfants qui sont de l'autre côté de ce poste. C'est une très belle entreprise qui a enregistré un chiffre d'affaires de pas moins de 377 millions d'euros, je crois, en l'an passé, et qui mène une politique très volontariste de développement à l'international via des croissances externes en particulier. C'est notamment ce qui est au cœur du projet que vous portez avec Eurazeo depuis, je crois, 2013. Alors, est-il encore besoin de présenter Eurazeo Capital, dont Eric Scheffer est managing director? C'est l'un des 4 pôles d'activité, pour faire très court, de cette grande maison, avec Eurazeo Croissance, Eurazeo PME et Eurazeo Patrimoine. Merci Arnaud, bonjour à tous les deux. Bonjour à vous. Bonjour. On va démarrer avec l'entrepreneur, si vous m'y autorisez, Eric, avec plaisir. Pour comprendre effectivement comment Stéphane Carville a démarré cette belle aventure. On voit encore d'autres jeux que ceux cités par Arnaud. Ça a démarré quand et comment et que faisiez-vous à l'époque, en fait, Stéphane? Alors, moi j'ai rejoint Asmodée en 2009, lorsque le fondateur qui a créé la société en 95, pour la première fois, a décidé d'ouvrir de manière significative son capital à un investisseur financier. D'accord. Et je l'ai rejoint pour l'aider à structurer son activité et accélérer le développement de l'entreprise en France et commencer à mettre les premières briques de notre futur développement international. Mais alors vous représentiez le fonds à l'époque ou bien Pas du tout. C'est une histoire de rencontre. Vous savez, dans nos métiers, c'est une histoire de rencontre. Et moi, j'ai toujours voulu avancer et je voulais être un entrepreneur. Vous l'aviez déjà été avant ou pas du tout? Pas du tout. J'ai essayé plusieurs fois, travailler dans les grands groupes. Et dans les grands groupes, c'est un peu plus compliqué d'être intrapreneur. Oui, bien sûr. Et donc, les rencontres... C'est moins risqué, mais c'est parfois moins excitant. Oui, mais dans la vie, ça va prendre des risques. Et à 40 ans, une rencontre formidable. Profil de développeur d'entreprise, quand même. Développeur de projet. Alors justement, c'était quand vous rentrez, où en est l'entreprise? Puisque là, on vient d'évoquer un chiffre de 370 et quelques millions d'euros. Lorsque je rejoins l'entreprise fin 2009, le chiffre d'affaires est à peu près de 60-70 millions d'euros. Et on fait 75-80% de notre chiffre d'affaires en France. D'accord. Donc, la première chose dont je m'occupe, c'est d'établir la structure d'Asmodée en tant que leader sur le marché français. Et une fois que nous avons pu pénétrer cette plateforme-là et gagner notre crédibilité, nous avons travaillé à notre développement international. Alors, à quel moment devenez-vous un peu propriétaire de l'entreprise? Est-ce que c'était l'occasion de l'entrée d'Eurazeo ou pas? Alors, tout à fait. En fait, en 2012, en concert avec notre actionnaire de l'époque et le fondateur de l'entreprise, nous décidons de partir à la recherche d'un nouvel investisseur financier de telle manière que l'on puisse accélérer notre développement et que l'on puisse développer la société en ligne avec mon ambition qui est d'essayer de faire d'Asmodée un leader mondial. C'était devenu votre ambition déjà, c'était plus celle de votre prédécesseur. D'accord. Et alors à ce moment-là, comment se passe la rencontre avec Eurazeo? Est-ce que Eric, vous l'aviez repéré, vous, cette pépite, ou est-ce que c'est lui qui est venu vers vous? On l'avait repéré, et puis son actionnaire précédent, Montefiore Investissement, qui a fait un travail absolument remarquable avec Asmodée, c'est des gens qu'on connaît très bien. Bien sûr. On a été investisseur avec eux, notamment dans BNB Hotel, la chaîne d'hôtels économiques, très joli succès également. Et Montefiore nous appelle et nous dit, on a quelque chose qu'on va vendre bientôt et qui devrait vous intéresser, parce que l'histoire, c'est une histoire de développement, c'est une histoire de développement international, de croissance, et qui est menée par quelqu'un de formidable, Stéphane Carville. Il faut que vous le rencontriez, donc ce qu'on a fait. C'est Montefiore qui dit ça. Et donc on a rencontré Stéphane et l'actionnaire précédent a quand même lancé un processus assez classique d'enchères, dans lequel on s'est positionné, dans lequel on est rentré. On a eu beaucoup d'échanges et beaucoup d'interactions avec Stéphane à cette occasion-là. Vous le connaissiez avant ou pas du tout, personnellement? On se connaissait pas encore. D'accord. On se connaissait pas encore. Et en fait, ce processus a été l'occasion pour nous, d'être persuadés qu'il y avait une vraie belle histoire à créer avec Asmodée, et qu'on partageait la même vision avec Stéphane, la vision et l'ambition de construire un groupe international qui soit le leader dans le jeu de société.
Je crois que ce type de profil de boîte, ça correspond exactement à ce que vous cherchez avec Eurazeo Capital. Rappelez-nous un petit peu, effectivement, le type de bons clients, de bons sujets sur lesquels vous choisissez. Et de jolis succès. Et de jolis succès. Alors effectivement, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est d'investir dans des sociétés et de les accompagner dans leur développement international. On aime les histoires de croissance, on aime les partenariats avec des entrepreneurs, avec des patrons d'entreprise qui ont une vraie ambition. Et notre volonté, c'est vraiment de libérer les facteurs de la croissance. On voit par exemple que certaines sociétés qui sont dans des grands groupes sont freinées, par exemple, dans leurs ambitions de croissance. Certaines sociétés qui n'ont pas forcément les moyens ou l'envie parfois, ou les talents d'ailleurs au sein de l'entreprise pour libérer les conditions de la croissance. Tout ça, c'est des situations que nous, on aime bien. Et typiquement, Asmodée a été un très très joli cas, et est un très joli cas de libération de facteurs de croissance avec l'équipe menée par Stéphane. Alors, vous parlez de croissance, effectivement, elle est assez spectaculaire. Je rappelais le chiffre d'affaires, le volume de chiffre d'affaires sur 2016, mais je crois qu'au-delà de ces 300 et quelques millions d'euros, il y a un taux de croissance qui, malgré la masse qu'avait déjà l'entreprise, est tangente les 40%. Tout à Comment fait. on fait pour grandir de 40% l'an quand on est sur des domaines d'activité comme cela et qu'on pèse déjà 200 et quelques millions d'euros? Alors il y a plusieurs sujets. Le premier, c'est l'analyse qu'on a partagée avec Eric et les équipes au moment où ils ont investi. C'était de dire, voilà, la vision était de dire, on est sur un marché qui est extrêmement fragmenté, avec d'une part beaucoup d'acteurs locaux. C'est drôle, on a le sentiment contraire, c'est un marché mondial, avec d'énormes géants. Oui, etc. c'est un marché mondial avec deux grands géants du jouet qui ne font pas du jeu, qui sont de grosses sociétés américaines. Oui. Mais à côté de ça, il y a énormément de petits acteurs locaux, à la fois en tant qu'éditeurs de jeux, c'est-à-dire les sociétés qui développent des jeux, et aussi en tant que distributeurs, c'est-à-dire des sociétés qui, sur leur marché propre, vont pousser des jeux, vont vendre des jeux édités par éditeurs, qui est d'ailleurs notre métier global. Et mon analyse, c'était de dire, on a un marché qui est ultra fragmenté, et sur ce type de marché fragmenté-là, mis à part les deux gros géants américains du jouet, il n'y avait pas d'acteurs spécialisés dans le jeu de société. Et la thèse d'investissement que j'ai proposée à Eurazeo, et je pense que c'est aussi ce qui les intéresse, c'est de dire voilà, avec vous, avec un investisseur de taille internationale, qui me donnera les moyens de mon ambition, mais aussi, et c'est très important, avec qui je partage la vision et l'ambition, nous allons ensemble construire ce groupe qui va devenir leader mondial dans son secteur. C'était quoi en chiffres cette levée et quels sont les tickets sur lesquels vous allez, quels sont les minimums et maximums peut-être de Eurazeo sur ce type de business? Oui, alors le montant initial de l'investissement pour Eurazeo était de l'ordre de 100 millions d'euros. D'accord. Qui est d'ailleurs la fourchette basse de ce qu'on fait chez Eurazeo Capital, la fourchette basse. On est capable d'aller jusqu'à 500-600 millions d'euros à peu près. On est sur de la belle ETI en général. On est sur de la belle ETI en général, effectivement, et de l'ETI qu'on veut projeter à l'international. On a réinvesti à l'occasion de l'ensemble des croissances externes, et donc on est aujourd'hui à 145 millions d'euros investis dans Asmodée. Et c'est d'ailleurs une capacité, en fait, l'histoire a été une histoire à la fois de croissance organique et de croissance externe, et je pense que c'est une capacité très forte qu'on a également de suivre les croissances externes et de réinvestir au fil de l'eau en fait, pour soutenir le développement. Stéphane, pardon, allez-y. Il y a encore beaucoup effectivement d'indépendants qui peuvent s'agréger à un ensemble comme celui-ci. Il y a un enjeu aussi consistant, je pense, à internationaliser les licences. Donc voilà, il y a des auteurs, là ce sont des auteurs anglo-saxons, là, allemands l'autre. Il s'agit d'en faire des produits mondiaux. Exactement. En fait, le projet sur lequel on travaille et on a décidé ensemble d'avancer, il est basé sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est notre dynamique à toujours continuer sur l'innovation. L'innovation dans le type de jeu qu'on va sortir, l'innovation dans la dynamique marketing qu'on va mettre au lancement des jeux. Le deuxième pilier, c'était notre développement international, parce que si on veut devenir un acteur global, on est obligé de se développer hors de France. Et d'ailleurs, nous, on est très fiers de se dire qu'on est une ETI ayant réussi à devenir leader mondial. Et je pense qu'on n'en a pas beaucoup en France, et je suis ravi qu'on le soit devenu. Le troisième élément, ce dont vous parlez, c'est que bien évidemment, ce qui est important pour nous aussi, c'est de renforcer, de développer notre portefeuille de propriété intellectuelle, c'est-à-dire développer des contenus à la fois sur nos supports propres et historiques, qui sont les supports de jeux de société, mais aussi pouvoir permettre à nos fans de retrouver leur contenu sur d'autres types de plateformes. Par exemple, la bande dessinée, par exemple, le livre. Il vous reste 15 secondes. Même pas 10. Vous avez une question? Non, c'était pour préciser effectivement ce quatrième pilier. Voilà. Et le quatrième pilier, bien évidemment, pour nous, c'est le développement du digital, puisque ce qui nous intéresse, c'est d'offrir à nos clients une expérience 360 degrés pour leur permettre de jouer à leur jeu en fonction du moment et de leur intérêt.
Merci à tous les deux pour ce Merci à vous. couple Merci beaucoup. entrepreneur-investisseur dont on ne doute pas qu'il va aller loin. Je rappelle que nous avions dans le studio Stéphane Carville, le président d'Asmodée, et Eric Scheffer, le managing director d'Eurasio Capital. Deuxième couple entrepreneur-investisseur Arnaud, on a le plaisir d'accueillir Frédéric Zimmer, le CEO de FPS Towers, un petit peu compliqué à prononcer, et Alain Rocher, le président d'Antin Infrastructure Partners. Parlez-nous de l'un et de l'autre. Effectivement, notre second binôme est composé du dirigeant d'une société qui s'est fait connaître sous le nom de FPS Towers et qui est récemment devenue ATC, on va voir dans quelles conditions, Frédéric Zimmer, donc une PME spécialisée dans l'hébergement d'équipements télécoms. C'est le deuxième opérateur de pylônes, je crois, dans l'Hexagone, à la croissance rapide, puisqu'elle est passée d'une dizaine de millions d'euros en 2012 à près de 70 l'an passé, et sur la même période de 3 salariés à une centaine. C'est une belle histoire de croissance menée donc avec Antin Infrastructure Partners, dont Alain Rocher est le président. Un poids lourd du capital investissement, je rappelle, vous gérez un peu plus de 7 milliards d'euros en ce qui concerne les montants dont vous avez la charge. Une belle histoire de sortie également, d'ailleurs, puisque le changement de nom que j'évoquais tout à l'heure est lié au fait qu'en décembre dernier, Antin a annoncé avoir signé un accord pour céder 100% de FPS à un autre opérateur, justement l'américain American Tower Corporation, d'où le ATC, et un fonds de pension néerlandais. C'est cette boucle bouclée que nos deux invités vont pouvoir aussi nous raconter aujourd'hui. Merci Arnaud. On va peut-être démarrer avec, si vous m'y autorisez, Alain, avec l'entrepreneur, avec Frédéric Zimmer. Comment est née cette aventure, en fait, au départ ? En fait, l'aventure a été initiée par le fonds. Oui. Puisque, Ah oui. en fait, oui, tout à fait. C'est rare, ça. Mais c'est rare, pas quand il y a un fonds qui a identifié un marché dans l'infrastructure. Oui, parce que là, on est pour la première fois dans cette nouvelle formule de l'émission dans le financement d'infrastructures et qui nécessite effectivement des enjeux qui mobilisent beaucoup d'argent. Alors racontez-nous. Donc Antin a acquis 2000 pylônes, donc une infrastructure. Alors, ils prennent la décision d'acheter des pylônes. D'acheter des pylônes à un opérateur Oui. qui avait besoin de cash et qui donc les a mis sur le marché. D'accord. Antin a acheté cette infrastructure et a eu besoin de créer une société autour. Pour les opérer. Pour l'opérer, pour la développer, et donc ils ont cherché un entrepreneur. D'où veniez-vous ? Où étiez-vous à l'époque ? Alors moi j'ai été constructeur de réseaux télécoms préalablement, dans des montages LBO également avec d'autres investisseurs. Oui. Puis juste avant j'étais DGA de Bouygues Télécom. D'accord. Et donc vous étiez salarié à l'époque J'ai été salarié. Et vous redevenez entrepreneur. Pendant 20 ans dans un grand groupe, et pendant 15 ans j'ai eu trois expériences de... Ça vous tombe dessus un matin, comme ça on vous appelle, on dit est-ce que vous voulez pas venir vous occuper de nos pylônes ? En fait, le monde des télécoms en France, c'est un petit monde. Tout le monde connaît tout le monde. C'est un petit monde, tout le monde connaît tout le monde. Vous avez été repéré. J'ai été repéré, puis j'ai fait ce qu'il fallait pour aussi. D'accord. Alors comment ça se passe ? Parce que du coup, vous êtes entrepreneur, mais vous mettez votre argent ? Ou bien comment fonctionne le deal d'un point de vue financier ? On ne va pas dire de choses secrètes, mais, non, mais c'est... Comment est-ce qu'on rentre comme ça sans argent dans un business d'entrepreneur ? C'est un deal classique de LBO, c'est-à-dire que le fonds d'investissement a la quasi-totalité du capital et propose à un dirigeant et en général son équipe rapprochée d'investir à la hauteur des moyens de managers dont il dispose. Et donc nous sommes devenus 4 actionnaires minoritaires de cette aventure. Quelle était l'ambition quand ils sont venus vous voir ? Ils vont dire on vient d'acheter tant de pylônes, mais à ce moment-là, vous avez déjà un projet, un plan qui vous amène à un développement qui permet ensuite de revendre à cette société américaine, par exemple ? Alors, il y avait bien sûr un business plan qui avait été bâti par Antin pour faire cette acquisition. Oui. J'ai envie de dire que l'histoire, comme toujours, a beaucoup évolué entre-temps. Oui, le business plan n'est jamais celui que l'on business plan n'est réalise. absolument jamais celui qu'on réalise. Soit c'est beaucoup mieux, soit c'est moins bien, mais c'est jamais le bon. Ou plus long ou plus rapide. Voilà, exactement. Donc, et tout ça a pu évoluer de façon très positive, justement, grâce à la bonne communication entre l'investisseur et l'entrepreneur. On se tourne vers votre investisseur, justement. Ce n'est pas le schéma le plus courant dans les binômes que nous recevons ici, c'est-à-dire un investisseur qui achète, en fin de compte, l'objet de l'entreprise et qui ensuite constitue une société. Et qui recherche la compétence à l'extérieur. C'est lié à cette spécificité, effectivement, qu'est l'investissement dans des infrastructures, votre spécialité ? Non, pas spécialement. C'est en fait lié probablement à une spécificité d'Antin qui est de chercher des situations particulières dans lesquelles on voit un grand gisement de valeur. En l'occurrence, acheter des pylônes, c'est très bien. On a acheté ces pylônes qui sont simplement des pièces de métal qui n'ont pas beaucoup de valeur en soi. À qui appartiennent ces pylônes avant d'arriver chez vous ? Bouygues Télécom auparavant. D'accord, ce sont les opérateurs. Et donc l'analyse qu'on a faite, c'était de se dire voilà, on va
faire ce qu'on appelle un carve-out, c'est-à-dire en fait une scission d'actifs, des tours, 2200 tours, pour les mettre dans une coquille vide, avec des contrats à long terme avec Bouygues Télécom. Donc ça nous donne une base de valorisation à long terme. Et après, le jeu, c'est effectivement de trouver un dirigeant de talent et une équipe de talent pour permettre de créer de la valeur au-delà de ce contrat. Et ça a consisté en particulier, je pense que Frédéric vous en dira beaucoup plus que moi là-dessus, à développer, à proposer en fait d'héberger d'autres opérateurs de télécom, chose qui aurait été très difficile à faire dans le cadre du groupe Bouygues Télécom, puisqu'il aurait fallu faire en fait une faveur à un concurrent direct. Bien sûr, là tout d'un coup vous étiez neutre. Et ça se pratique dans beaucoup de métiers d'infrastructure, ce que vous êtes en train de Non, nous c'est très rare. Enfin, à ma connaissance, c'est un des très rares montages qui a été fait en Europe. oui. Pour vous donner un petit peu une idée, 2200 tours, c'est 2200 contrats, moitié avec des personnes privées, des agriculteurs, Oui. moitié avec des mairies, des municipalités. Et ça a pris plus de 6 mois à détourer. C'est-à-dire qu'il a fallu aller renégocier les transferts de bail par bail. Il fallait quelqu'un de patient. Êtes-vous patient, Frédéric Zimmer? Pas du tout. Absolument pas. Vous avez dû beaucoup vous énerver alors, non? Voilà. Mais vous étiez content quand c'était le 2200e signature, vous étiez content? Je pense qu'il faut être impatient pour faire avancer les choses. Ouais. Alors du coup, la sortie était prévue aussi rapide, ça s'est fait quand même très vite. A priori, non? Peut-être que ça a été très long pour vous, mais 4 ans. ça paraît, par rapport à tout ce que vous dites, relativement rapide. Oui, alors la sortie en fait est liée à fondamentalement à la perception que nous avons eue d'avoir créé suffisamment de valeur pour que l'on puisse cristalliser une grande valorisation, et puis deuxièmement qu'il reste de la valeur pour que l'investisseur en plus soit prêt lui à prendre le risque de développer encore l'activité. Il y a beaucoup de repreneurs dans un business comme celui-là. Vous aviez identifié ATC ou pas à l'époque? Oui, bien sûr. En fait, il y avait deux grandes catégories de repreneurs identifiés. La première, ce sont les investisseurs industriels, ATC, American Towers et Leader Mondial, avec une capitalisation boursière de 40 milliards de dollars. Donc, faisait partie des investisseurs identifiés. Et il y a aussi un fonds néerlandais, je crois. Alors, ils sont associés traditionnellement dans leurs opérations en Europe avec un fonds PGGM, qui est un fonds hollandais de pension qui apporte des fonds en plus d'eux. Donc oui, les investisseurs stratégiques avaient été identifiés, American Towers, SBA, Crown Castle aux États-Unis, et puis en Europe, Cellnex, qui est une filiale d'Abertis. Mais alors, Frédéric Zimmer, vous êtes redevenu salarié d'un grand groupe aujourd'hui, américain, ou quel est votre statut aujourd'hui? Est-ce que vous restez un entrepreneur, un intrapreneur peut-être, je ne sais pas? Écoutez, je suis toujours mandataire social de la filiale française d'American Tower. Oui. Donc je suis quelque part redevenu salarié d'un grand groupe pour l'instant. D'accord, je sens dans votre œil que ça va peut-être pas durer, mais on peut pas en parler aujourd'hui. Je vous laisse votre interprétation libre. Non, mais j'imagine qu'après l'aventure excitante de vous savez, c'est une émission d'entrepreneur ici, c'est pour ça qu'on sait toujours que quand on a entrepris, on a envie de continuer d'entreprendre, et quand les conditions changent, parfois on se pose des questions, mais je comprends très bien que non, mais c'est vrai que l'entrepreneur, c'est dans l'ADN et que c'est difficile de changer son ADN. Et pardon, vous êtes mais lorsqu'on a construit une relation de confiance, comme tous deux, est-ce que par exemple, il serait envisageable que vous fassiez un autre deal ensemble sur un format de cette nature ou pas? Parce que souvent les fonds... des engagements de confidentialité qu'on a pris par rapport à American Towers. Oui, bien sûr. La réponse est oui, mais je ne sais pas si... Non, parce que je dis ça parce que... Non, mais la raison pour laquelle je vous pose la question, c'est que ça fait plusieurs semaines qu'on reçoit des entrepreneurs investisseurs et on s'aperçoit que la relation de confiance qui s'installe, elle donne souvent l'objet ensuite de plein d'autres deals. Parce que lorsque la confiance est installée, la vie étant toujours plus imaginative que nous, on a envie de continuer à faire des choses ensemble. Donc ce que je peux témoigner en tout cas, c'est qu'effectivement, on conserve des liens très proches avec les dirigeants de toutes les sociétés qu'on a vendues. Quand ça s'est bien passé, ça s'est généralement très bien passé. Et effectivement, si à l'occasion on peut faire quelque chose ensemble, on sera ravis de le faire. Et est-ce qu'on peut encore trouver de la croissance du coup dans un marché de cette nature? Puisqu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce que ATC que vous représentez peut acheter un autre Frédéric Zimmer dans son coin qui a fait la même chose? Alors, moi je considère que ce métier en est vraiment à ses balbutiements. En fait, pourquoi on a eu une croissance de 40% par an pendant 4 ans? Bien sûr, parce qu'on est sur un marché qui est très porteur en France. Oui, bien sûr. D'abord, dans le monde, non? Dans le monde, mais particulièrement en France. On a quand même un des 4 opérateurs qui a encore la moitié de son réseau à construire. Oui. Et puis les 3 autres, on va avoir besoin de densification de façon très importante. Donc le marché est porteur, ça c'est le premier élément. Mais on a aussi développé des nouveaux modèles, c'est-à-dire que dans le métier des towerco, avant, on avait des pylônes et on les louait. Maintenant, nous, on s'intéresse à tout type d'infrastructures qui supportent des antennes, c'est-à-dire des toits terrasses, des châteaux d'eau, des clochers d'église. Donc, on s'intéresse à tout type d'infrastructures et à tout modèle, à tout business model. C'est-à-dire qu'avant, on était propriétaire et on louait.
On était sur un modèle du groupe Accor, je suis propriétaire de mon hôtel et je le loue. Nous, on a développé ces modèles-là et on va dire, fait un peu des modèles style Airbnb ou TripAdvisor ou Booking.com. Donc on a changé les modèles, on a élargi le champ des infrastructures et on était sur un marché porteur. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle que vous êtes Frédéric Zimmer, le CEO de FPS Towers devenu ATC, et Alain Rocher, vous êtes quant à vous le président d'Antin Infrastructure Partners.